Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Certains dignitaires du régime défunt visés par un mandat international lancé par la justice malienne, la démultiplication des attaques terroristes, quelle riposte des FAMA, le Mali et la Côte d'Ivoire à Lomé pour négocier le sort des 49 militaires ivoiriens arrêtés ici au Mali. Des thématiques qui vont occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, il s'appelle Monsieur Cheikhna Keita, secrétaire général du PRVM Fasoko. Monsieur Keita, merci d'être là. Merci Barou, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici. Deuxième invité, Monsieur Aboubakar Diallo, il est le coordinateur du regroupement des partis politiques non alignés. Monsieur Diallo, merci de découvrir le plateau de l'émission Regard croisé. Merci beaucoup Omar, merci de l'invitation. Nous sommes vraiment très honorés par cette invitation. Troisième invité, un habitué de ce plateau, M. Cheikh Oumar Soumano, il est le président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. M. Soumano, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Nous avons enfin Dr Mohamed Kassoum Diré, il est du M5 RFP. M. Diré, Dr Diré, si vous voulez, merci d'être avec nous. Merci, un plaisir. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats sur les thématiques annoncées, nous constatons déjà des mécontentements autour de la désignation des 26 nouveaux membres du CNT. La principale centrale syndicale du Mali, l'UNTEM, a décliné le quota qui lui a été attribué. Également, nous avons constaté qu'au niveau du parti élément, on trouve l'initiative inopportune et même non nécessaire. Docteur Diré, des mécontentements déjà se font jour autour de la désignation de ces 26 nouveaux membres du CNT. Merci beaucoup Barou. Moi je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il y a eu la clé de répartition. Oui. Tout le monde est d'accord sur la clé de répartition. C'est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Et le président a tenu à sa promesse. Maintenant, si des centrales, des associations, des mouvements pensent que c'est une discussion, bon, ça n'engage que ces mouvements. Il y a des milliers de mouvements au Mali. Donc, je pense que nous devrons mettre le cap. Aujourd'hui, nous sommes cerclés par des terroristes qui essayent de nous terroriser dans nos maisons. Donc, on doit être unis et ça, on doit le laisser à un second plan. C'est ce que je pense. On peut dire finalement que l'UNTEM est droit dans ses bottes. Lors de la première proposition, on se souvient encore que cette même centrale avait décliné la même offre. Je pense que si. Bon, si la première fois ils n'ont pas accepté, cette fois-ci ils n'ont pas accepté, je ne vois même pas l'importance de faire un communiqué sur ça, parce que l'UNTM, quand même, c'est une grande centrale, donc ça peut ouvrir des portes à d'autres choses. Aujourd'hui, on a besoin de l'apaisement, on a besoin de nous faire confiance, on a besoin d'aller ensemble, un peuple, un but, une fois. C'est ce que moi je pense de ça. Monsieur Keita, finalement, le gouvernement, si vous voulez, le président de la transition a décidé d'ouvrir une boîte de Pandore finalement, avec tous ces mécontentements qui se font jour. Bonsoir, M. Barou. Je salue mes co-débatteurs. Je salue l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV, d'ici et d'ailleurs. Un coucou particulier à mes compatriotes maliens de l'extérieur. Boîte de Pandore par boîte de Pandore, je dirais que nous avons pensé au Mali, oui. Agir Mali, mettre le Mali au-dessus de tout. Tout le monde ne peut pas faire partie ni de l'exécutif, ni du pouvoir judiciaire. En un mot, voilà, législatif, dirais-je. Donc, le Mali, il y a trop de choses à faire au Mali pour que chacun, pour qu'on s'affaire autour d'un seul organe. Oui. Donc, je dirais que c'était une des recommandations. Oui. Il fallait faire des ouvertures parce qu'il y a des groupes qui sont sentis lésés. Donc, quand il y a eu cette ouverture-là, moi, je pense que on doit prendre ça comme un signe d'ouverture et puis un signe d'apaisement, d'unité, vraiment, de rassemblement autour du Mali pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Sinon que c'est légitime quand même, c'est légitime. Oui. Quand tu veux être au pouvoir législatif, faisons tout pour qu'on puisse sortir gratuitement de cette transition-là pour aller aux élections.
Donc moi je pense que là... Est-ce que c'était même opportun d'élargir... Oui, dans un souci d'apaisement. Oui. Dans un souci d'apaisement, nous particulièrement, chacun peut apporter sa pierre à l'édification. Mais dans un souci d'apaisement, puisque depuis le départ, il y a eu trop de remous, trop de tractations autour de cette histoire du CNT là. Ouais. Donc le président, certainement, pour pouvoir bien mener à sa mission, à écouter de gauche à droite, et il a jugé nécessaire vraiment d'aller vers le sens souhaité par l'ensemble des personnes qu'il a écoutées. C'est ce qu'est l'ouverture du CNT. Okay. Donc ça va dans le sens effectivement de l'apaisement et de la bonne conduite de la mission qui lui est confiée. D'accord. Monsieur Diallo, nous sommes dans une période de l'après-sanction. Est-ce que cette période se prête à l'ouverture du CNT? Oui, Oumar, je pense que c'est une recommandation forte des assises nationales. Et je pense que c'est un processus normal qui est en cours, oui. Puisque le président a mis une commission de suivi des recommandations des ANR. Oui. Alors, donc, il est en train de le suivre pas à pas et de respecter ce qui a été décidé. Donc, les 26 personnes, disons les 26 représentants, les 26 sièges qui a été attribué aux entités, oui. Je pense que, bon, c'est pas suffisant, mais c'est aussi pour apaiser, comme l'a dit mon frère, oui. C'est apaiser le climat politique. Mais est-ce qu'au lieu de ces 26 sièges à pourvoir, est-ce qu'au lieu d'unir les Maliens, de réconcilier les Maliens, ne seront pas source de frustration, même de division des Maliens? Bon, ça peut faire l'objet de quelques petits problèmes, oui. Mais ça va se résoudre. En tout cas, au niveau des partis politiques, même aujourd'hui, le ministre a adressé des correspondances aux partis politiques pour se retrouver. D'accord. Alors, donc, si même de désigner, dans la lettre, chaque parti doit désigner 2 personnes, un homme, une femme. Oui. Et ils ont pris un notaire ou bien un huissier qui va superviser le reste. D'accord. Soumano, oui. 26 sièges à pourvoir au niveau du CNT. Bon, déjà, moi, pour le principe, moi, j'ai pas de problème parce que d'ailleurs, depuis au départ, je me suis dit pourquoi on avait même mis 120 dans la mesure où l'Assemblée c'est 147. Moi, j'avais déjà plaidé pour qu'on ait directement à 147 depuis au départ. Sauf que la période de transition, c'est souvent une période de vache maigre aussi pour l'État. Mais on est revenu à la réalité parce que quand on a voulu diminuer les 127, les 147 à 120, finalement, l'histoire a rattrapé. L'histoire a donné raison qu'il fallait aller à 147. Parce que ce qui est sûr, c'est pas pour rien que les 147 au départ, quand on était dans un régime classique normal, démocratique normal, que les 147 députés étaient pourvus. Donc quand on avait à 120, il y a eu le contactement, comme l'a dit M. Keïta, et aujourd'hui les ANR ont été faites, il y a eu des recommandations qui ont été faites, il y a un comité de suivi qui a été mis en place, et de mon point de vue, le président est dans l'obligation de respecter l'esprit des recommandations. Maintenant, ce qui est sûr, évidemment, il n'y aura jamais d'unanimité autour d'une décision, oui. Ça c'est clair. Maintenant, le plus important, c'est que les gens doivent se dire, il y a ceux qui ont dénoncé, je comprends un peu la logique de Yelema qui a toujours dit qu'il n'était pas opportun d'ouvrir. Que c'était plutôt budgétivore. Hein? Donc, ils ont dit, je peux comprendre leur logique, mais également, je comprends également la posture de l'UNTM qui s'est dit qu'elle n'était pas intéressée pour l'un des éléments. Mais par contre, la clé de répartition, de mon point de vue, quand on regarde la première clé de répartition de 120, je crois que le comité a travaillé dans cet esprit-là. Oui. Donc de ce point de vue-là, les 26, les attributions qui ont été faites, moi, je n'ai pas de choses à redire là-dessus. Ok. Voilà. Allez-y. Avant la tenue des assises, hein, oui. C'était 53 qui avaient été proposés. C'est les assises qui ont amené à 121. D'accord. Voilà. Donc c'est 121 d'abord. Oui. Maintenant, on va aller à 147. 147. Ok. Deuxième thème de l'émission, Maliens et Ivoiriens séjournent depuis 3 jours à Lomé pour trouver une solution aux différends qui opposent les 2 pays autour de l'arrestation par Bamako de 49 soldats ivoiriens. On se dirige vers un dénouement de cette affaire, ces différents fratricides. Bon, je ne pense pas que ce soit un différent fratricide, sinon c'est un manque de compréhension et puis les gens ne veulent pas jouer franc jeu. Parce que quand on regarde l'évolution des événements,
quand on regarde l'antécédent de tout ce qui s'est passé avant et durant l'embargo, les audios, tout ce qui s'est passé, sur ce qui est comment faire en sorte que le gouvernement malien tombe en 15 à 20 jours. Comment manipuler le peuple pour que le peuple sorte contre le gouvernement. C'est ça le mécanisme opératoire qui a toujours eu lieu au Mali. C'est-à-dire, on crée des mécontentements, la grogne sociale, voilà, et ça. Mais, vu que ça n'a pas marché et qu'on a ouvert les frontières, un État se permet, sans autorisation ni avis préalable. Après, le gouvernement malien cherche des renseignements, il confirme qu'ils ne sont pas au courant. L'organisation internationale qui est l'ONU donne raison au Mali. Donc, le Mali est un pays de dialogue. Et le Mali a prouvé au monde que le Mali continue à être un pays de dialogue. D'autres, j'ai vu des gens, des détracteurs qui disent non, il ne fallait pas venir dialoguer. J'ai dit non. Quand il y a quelqu'un dans des conditions qui ne sont pas normales, ils sont qualifiés comme terroristes, comme mercenaires, selon les principes. Voilà. Maintenant, cela ne fait pas dire qu'on ne va pas dialoguer. Oui. Donc ce dialogue veut montrer seulement au monde que nous sommes d'abord des Africains. D'accord. Nous allons comprendre notre chose en Africain. Et je suis sûr que sur cette voie, nous allons nous comprendre. Parce que l'objectif, on a vu des pays où des mercenaires ont été arrêtés et exécutés le même jour. On le connaît dans ce monde. En Asie, en Amérique, on le sait. Mais le Mali n'est pas un pays tolérant. On n'a jamais considéré les Ivoiriens. Oui, mais sauf que dans ces cas d'espèce, la nuance, quand même, elle reste entière. Quelle nuance? Par rapport à l'intervention de l'aménagement, par exemple, hein, la nuance, elle reste entière. Oui, la nuance, l'intervention de l'aménagement, c'est que l'aménagement se cherche aujourd'hui. L'aménagement est décrié par le peuple malien. Oui. L'aménagement est venu pour un objectif et cet objectif n'a pas marché. Oui. Et les Maliens se rendent compte aujourd'hui que ceux qui sont prétendus te défendre sont eux qui communiquent avec d'autres personnes pour pouvoir te faire du mal. Oui. Mais à cela ne tient. Au Mali, c'est une diplomatie active, visionnaire et pragmatique. Donc moi je remercie, je félicite le gouvernement du Mali et je pense que le peuple ivoirien et le peuple malien vont vraiment continuer dans cette symbiose qui nous caractérise chaque fois. Et les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire doivent être tranquillisés. Il n'y aura aucun problème et que ces amis frères qui sont là sont dans de bonnes conditions. Nous on a eu la chance même de demander leur santé. Tout va bien et le dialogue va aboutir. Ivoiriens et Maliens à Lomé pour trouver une solution autour du sort des 49 militaires ivoiriens. On peut dire finalement que nous allons désormais fumer le calumet de la paix. Mais il n'a jamais eu de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est deux pays frères. Sauf que les tons montaient quand même entre ces deux pays. Mais bien sûr, entre les autorités, les peuples maliens et ivoiriens, depuis la nuit des temps, sont des peuples fraternels. Donc il y a des liens qui nous unissent, qui sont trop forts, qui ne peuvent pas être remis en cause par des autorités passagères. Le pouvoir, il est éphémère. Tu viens, tu fais ton temps, tu vas, mais la nation reste, le peuple reste. Seulement, il faut que les voisins du Mali, la communauté internationale comprennent que nous sommes dans une nouvelle dynamique aujourd'hui qui est la reprise de notre souveraineté et l'affirmation de notre indépendance. Le Mali, c'est le peuple le plus ouvert. Nous l'avons démontré à travers plusieurs événements. Vous avez vu la canne ici, le Djatia, qui a été organisé au Mali. Il n'y a jamais eu de pareil nulle part au monde. Donc, c'est du mépris que ces personnes-là avaient envers le Mali. Et nous avons décidé d'être nous-mêmes, c'est-à-dire d'exiger vraiment dans nos relations de la considération et du respect mutuel. C'est parce que ce qui s'est passé. Cet événement-là, si on prend bien, c'est peut-être le 8e contingent. Peut-être que d'autres régimes l'ont toléré, mais nous, cette fois-ci, quand nous disons de faire un nouveau Mali, il faut le faire non seulement au niveau, c'est entre nous-mêmes, mais entre nous et les autres voisins. Donc, qu'ils soient mercenaires ou pas, il y a des règles qui ont été violées et ces règles-là
doivent être réglés de façon diplomatique, dans la vérité et la transparence. Moi, je pense que c'est ce que les autorités ivoiriennes aujourd'hui ont compris. Ce n'est pas par des menaces, ce n'est pas par autre chose que ce problème-là devait être résolu, mais par le dialogue. Ce dialogue qui a toujours prévalu entre nos deux peuples, entre les différents dirigeants. Et aussi, la position aujourd'hui du Mali ne peut pas plaire pratiquement à tout le monde. Quand je dis Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui au niveau des autorités ivoiriennes qui sont des supplétifs des impérialistes jusqu'à présent, qui la position de nouvelle indépendance aujourd'hui du Mali qui est en train souvent. Oui, mais est-ce que cette position du Mali n'est pas un peu illisible quand on sait que la justice s'en était déjà saisie de la question ici? Oui, mais de toutes les manières, quand il y a un délit, je ne suis pas juriste, mais il faut que le droit soit dit. Maintenant, la diplomatie peut-être venir en appui pour essayer de résoudre certains problèmes. Même le président, quand on dit c'est le chef suprême de la magistrature, quelle que soit la décision que la justice peut prendre, si les deux pays arrivent, les autorités arrivent à accorder les violons, je pense que par voie diplomatique, on peut résoudre ce problème. D'accord. Monsieur Diallo, nous sommes à Lomé pour négocier le sort des 49 militaires ivoiriens. Quelle lecture faites-vous de la présence de la délégation malienne à Lomé? La lecture est toute simple, c'est normal. Et je pense que le Mali a bien fait de chercher une voie de sortie. Parce qu'il est important qu'on sache que Maliens et Ivoiriens... C'est le Mali qui a cherché une voie de sortie? D'après ce qu'on nous dit. Oui. D'après ce qu'on nous dit et d'après ce qu'on lit. On a dit que le Mali a sollicité. Donc, mais il n'y a pas une honte, il n'y a pas de honte dans ça. Et je pense que, d'ailleurs, c'est glorifiant. C'est glorifiant que quand tu te chamailles avec quelqu'un, que tu sois le premier à chercher la paix. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, en tout cas, moi, je suis fier de cela. Je ne pense pas que ça nous diminue, au contraire, ça nous grandit. Et je crois fermement que ça va aboutir parce que c'est le même peuple. Rappelez-vous, le Mali et la Côte d'Ivoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même sur le plan du football, il y a eu toujours des petits problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, depuis au temps de Modibo jusqu'à ce moment-là. Chaque fois qu'il y a un match de football entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les Maliens sont menacés en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais eu de violence, même quelquefois il y a eu de petites violences, mais il n'y a jamais eu de bagarres ou des trucs qui peuvent amener les deux pays vraiment à aller vers des escalades. Donc je pense que c'est important et que c'est là qu'on suit ça et que nous-mêmes Maliens, nous devons calmer, nous devons tout faire pour calmer les esprits, pour aller vraiment vers l'apaisement au lieu de chercher constamment à indexer ou bien en tout cas à accuser, parce que ça n'a pas de sens et ça n'apporte pas à mon sens. Ok. Monsieur Soumano, vous croyez que Fort est assez fort pour amener les deux pays à trouver une solution? Bon, même si Fort n'est pas assez fort, mais Fort a eu assez d'initiatives pour cela. Ça, je pense qu'il faut remercier monsieur le président Fort. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la voie qui a été empruntée, celle qui est en tête d'être mise en œuvre à travers le dialogue, je pense que diplomatiquement, c'est salutaire. Oui. De mon point de vue, il n'y a pas, comme l'ont dit certains, on n'a pas à se dire qu'on s'est rabaissé pour aller s'asseoir à la table de négociation avec un autre protagoniste avec qui on a eu mal à partir par le passé. Pour moi, aujourd'hui, le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a tellement d'intérêts. Oui. Bon, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de non-spécialistes de la communication qui mettent des informations qui peuvent envenimer la situation. Oui. C'est surtout ça qui est dramatique et c'est ça que moi je déplore. Même tout à l'heure, quand je venais, je lisais tout à l'heure un post d'un ancien diplomate qui disait, par exemple, voilà, Norma, qui disait qu'il y avait une menace. La Côte d'Ivoire donnait peut-être des instructions au Mali, si d'ici le 7 août, il n'y a pas la libération, on allait couper l'électricité. C'est des choses qui, pour moi, de mon point de vue, ça ne doit pas être fait. Parce que, vous savez, chacun a son ego. Nous, aux Maliens, oui, quelque part, on se sent victime parce qu'on a été agressé, de mon point de vue. Donc, imaginez, des propos du genre, ça ne doit pas venir d'un non-malien, encore moins ivoirien. Donc déjà, je salue la grande sagesse de nos autorités réciproques qui ont accepté d'accorder une oreille attentive à la médiation de Fort.
pour pouvoir les mettre sur la même table et puis discuter, voir ensemble comment on peut rapidement sortir de cette situation. Dans le sillage de ces négociations, la justice malienne vient de décerner un mandat d'arrêt international contre 4 anciens dignitaires du régime défunt. Les chefs d'accusation ont pour nom faux usage de faux, atteinte au bien public dans une affaire d'achat d'équipements militaires. Docteur Djiré, encore une fois, certains commencent à soulever la thèse de l'écartement des adversaires politiques déjà. Moi, je ne le vois pas ainsi. En termes de justice, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Je suis médecin, je ne suis pas juriste, mais moi, je fais confiance à la justice malienne. Et le rôle de tout un citoyen, c'est d'aider la justice à rendre justice. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Sans justice, il n'y a pas d'avancement. Donc, quand j'ai vu le mandat d'arrêt international, je me suis dit que je sais que ces dignes fils du Mali ou ces enfants du Mali, je vais dire, vont venir au Mali parce qu'ils ont la présomption d'innocence quand même. Et puis un État ne peut pas donner un mandat d'arrêt international sans ne pas avoir des preuves. Donc je ne suis qui pour essayer de débattre sur ça les fonds, mais c'est que moi je pense qu'ils vont venir démontrer aux Maliens qu'ils n'ont rien à se rapprocher. Donc, en question de justice, moi, je pense qu'il faut éviter les discussions et laisser le rôle à la justice de faire son travail. Monsieur Keita, est-ce qu'on ne peut pas finalement dire que la justice malienne est championne en émission de mandats d'arrêt internationaux, puisqu'elle n'est pas à son premier essai avec le dernier acte qui vient d'être posé? Cette émission de mandat d'arrêt fait partie des résolutions des assises nationales de la refondation. La lutte contre la corruption, ceux qui ont volé doivent rendre à l'État ce qu'ils ont volé. Donc, vous et moi, nous sommes assis ici tranquillement, on n'est pas inquiétés parce qu'on n'a pas volé. Nous rappelons qu'ils sont encore présumés. Oui, bon, moi je parle en termes, ça c'est en termes judiciaires, mais moi ce que je suis en train de dire, le constat que moi je fais aujourd'hui, c'est inadmissible aujourd'hui que moi je passe 2 heures de temps entre Bako Djigrone et ici, faute de route, 60 ans après l'indépendance. Et pendant ce temps, certains intellectuels pseudo-démocrates excellent dans l'exploitation et la surexploitation vraiment de leur propre peuple. Et ils n'ont même pas de honte à exhiber le fruit de leur vol. Le petit voleur qui est en Horaïda, quand il est pris, le juge il est mis en prison. Donc, autant que le grand voleur, tous c'est des trucs, c'est des thèmes compliqués. Détournement sur facturation, c'est des voleurs, ils doivent être traités comme tels. Quand tu ne fais rien, tu n'es pas inquiété. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens disent chaque fois que quand on approche des élections, on sort des mandats d'arrêt. Peut-être que c'est une arme pour les dirigeants qui sont là aujourd'hui, mais c'est normal, c'est légitime que les citoyens soient mis dans les droits. Moi, c'est mon plein droit, c'est mes impôts qui ont été détournés. Tout ce qui s'est passé autour de ces équipements militaires, vous avez vu, avec toutes les conséquences qu'ils avaient vues, l'armée malienne était taxée vraiment d'armée fuyard, parce que l'argent qui devait servir à acheter les équipements a pris une autre destination. Le soldat, quand il n'a rien, il se cherche, il ne peut pas se battre les mains vides. Et c'est ce problème-là aujourd'hui qui a amené l'émission de ces mandats d'arrêt-là. Comme vient de le dire mon frère. Mais c'est ça mon rêve qui se mouche. S'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent. Les preuves sont avec la justice et aussi il y a des avocats. Nous sommes dans un pays des droits. Les gens ont droit à la défense. Et maintenant, je pense quand même qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus contre l'État du Mali ici, dans cette même affaire où l'État du Mali a été condamné à payer plus de 20 et quelques milliards à ces mêmes personnes-là. Ça veut dire que la justice sont dans un pays des droits, donc ils viennent, s'ils se sentent et ils se reprochent rien, qu'ils viennent répondre à la convocation. Et puis maintenant, l'histoire nous dira qui a raison et qui n'a pas raison. Mais c'est inadmissible quand même qu'au moment où vous et moi, au moment où le dernier paysan au Mali se soucie de la terre aride, il implore Dieu pour avoir la clémence, pour avoir de l'eau. Cette terre qui travaille depuis 60 ans avec ces matériels rudimentaires. Nous avons l'impression que vous condamnez déjà. C'est inadmissible que certaines personnes vraiment s'amassent tous ces richesses-là vraiment pour laisser le peuple dans la misère, dans la déchéance. Moi, ce n'est pas une condamnation que j'ai faite, mais c'est des faits qui sont rares, qui sont avérés. Sans être juge, je pense quand même que tout le monde sait ce qui est en train de voir. Tout le monde a vu, on a tous entendu
tous les histoires qui sont passées autour de ces équipements militaires-là. Donc, ils viennent répondre. S'ils sont coupables, qu'ils soient jugés et qu'ils remboursent le contribuable malien. Monsieur Diallo, certains esprits fertiles en imagination font le rapprochement entre l'émission de ce mandat et l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Ils pensent que peut-être que c'est une stratégie d'échange qui sera peut-être mise en place. Bon, en fait, c'est des opinions. Chacun a son opinion par rapport à une situation donnée. Oui. Moi, je pense que le problème, il est juridique. Et je pense que le mandat d'arrêt émane de la justice. Mais ce que moi, je peux dire, oui, c'est les Maliens. C'est des responsables maliens qui ont leurs familles, leurs enfants, leurs parents dans le pays. Ils doivent, jusqu'aux preuves du contraire, ils ne sont pas d'abord, disons... ils sont même innocents. Pour le moment, en tout cas, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas... On les présume quand même innocents. Partant de là, je pense qu'il est important de les respecter. En tout cas, moi, je les respecte et j'ai confiance en la justice. Ce pays-là, chacun va payer ce qu'il a fait un jour. Donc, à mon sens, attendons voir. Voilà. Attendons voir. Oui. Alors, donc déjà, je m'associe aux analyses des uns et des autres. Déjà, l'émission d'un mandat d'arrêt international n'est aucunement une condamnation déjà. C'est un processus normal de la justice, tout le monde le sait. Peut-être que le fait ceci ne soit pas physiquement présent à Bamako, il est difficile pour la justice peut-être de les écouter, de les entendre. Ça peut être même un mandat d'amener pour les écouter, pour les entendre. Et comme on l'a dit, c'est des personnes qui ont eu à occuper de hautes fonctions, qui sont responsables de mon point de vue. Et personne ne veut vouloir se soustraire à la justice en pays. Donc, de toute façon, le conseil que je pourrais leur donner à eux, c'est de venir tranquillement répondre à la justice, à la convocation, parce que personne n'est aussi grand pour être plus grand, pour être au-dessus de sa justice. Donc, il faut venir, c'est ça qui grandit d'ailleurs la personne. Maintenant, ce qu'il faut noter, déjà, à un moment donné, il y a eu des voix qui sont élevées parce qu'on avait estimé que son père avait été mis en prison parce que justement dans le cadre de cette affaire-là et que tout d'un coup les poursuites se sont arrêtées. Et donc je pense que quelque part c'est aussi, il faut applaudir de deux mains la justice qui continue le travail. Et ça veut dire que l'impunité, on est en train tant bien que mal de la combattre et que en tout cas le processus de lutte contre la corruption aussi a repris est en marche. Et donc moi je pense que nous devons être fiers de notre justice. Nous devrons aussi avoir confiance en notre justice et conseiller à ceux-là qui sont en cause de venir répondre devant la justice. Voilà. Docteur Djiré, pourquoi nous devrons être fiers de notre justice si elle n'a pas le moyen de faire exécuter ces mandats d'arrêt internationaux? Vous dites mandat d'arrêt international. Oui. Normalement, la communauté internationale doit coopérer à travers Interpol. Parce que c'est la même communauté internationale qui accuse nos dirigeants de corrupteurs, de malgouvernance, de vailloux. Aujourd'hui, peut-être de chasse aux sorcières aussi, si vous voulez. Oui, ça, si vous l'ajoutez, oui. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre une chose. Ceux qui ont détruit ces pays ne peuvent pas construire ces pays. Vous savez ce qui se passe? Que nos enfants sont exécutés, brûlés dans un véhicule, nos femmes sont éviscérées et d'autres préfèrent détourner ces fonds, alliés à notre armée. Ton fils que tu envoies sur le front, tu l'envoies sans les armes. Laisse-moi te dire, moi j'étais en 2014 à Kidal. J'ai pris la route entre Gao pour aller à Kidal. Tu sais, tu passes par Al-Moustrat, Tangara, première ville. Après tu vas à Tabankort. Après tu arrives à Nefif. Quand je suis arrivé voir les camps des enfants qui sont à Al-Moustrat. Al-Moustrat c'est un terrain plat. Normalement il devrait avoir 200 personnes. Je causais avec eux, j'étais dans les véhicules CICR, j'étais le chirurgien. Souvent je viens les former, les donner les cours de DIH. Ils me connaissaient déjà. Et même ils me disent, on n'a même pas à manger. Ils me disent, mais antécédent à fond. Quand on les dit là, toi là aujourd'hui tu ne serais plus payé ici. Et on va prendre ta femme à Bamako, on va le faire sanctionner. Donc moi je pense que Barou, ce n'est pas la chose aux chassières. Tant qu'on ne rend pas justice, le peuple ne fera jamais confiance en nous. Je pense qu'un grand cadre du Mali qui a occupé de hautes fonctions, vous savez, on se dit que non, il faut la jeunesse.
Mais ceux qui sont accusés aujourd'hui sont tout jeunes. On a voulu les faire la promotion. C'est des jeunes qui étaient tous là. 2006, ils avaient fini leur université. Mais c'est par relation des familles qu'ils ont eu des postes, des hauts postes. Mais ces gens, au lieu de travailler dignement avec leur intelligence, aujourd'hui, on n'a pas les preuves. Mais il faut aller voir la maison le jour qu'on est allé chez lui pour lui rendre visite. Tu as vu la maison dans laquelle il vit? Mon frère, une maison de 1 milliard pour un Malien. Or, 80%... Vous n'êtes pas non plus un commissaire-priseur, hein? Non, s'il vous plaît, non. Oui. Tu m'as poussé à parler. Oui. Parce que moi, j'ai dit... Vous avez évalué... Oui. Une maison d'1 milliard. Oui. Voilà. Je dis maison d'1 milliard. Oui. Ok? On a vu, c'est pas besoin de mentionner des noms. On a vu des gens qui ont des maisons de milliards, tandis que... Je rappelle que Dr Djiré est médecin, pas un commissaire-priseur. Allez-y. Oui, c'est pour te dire que le médecin, c'est quelqu'un qui sent la douleur humaine. Oui. Un médecin, par principe, doit être un homme social. Et le Mali est une république sociale. On est né social et tous les Maliens se plaignent du social. Parce que nous sommes humains. Et quand on voit la violation des droits de l'homme, l'injustice sociale, ça révolte. Comme l'a dit la chanson en espagnol, il se rebelle pour que la vie me hizo así. Ça veut dire que je me suis fait rebelle parce que la vie a fait de moi un rebelle. D'accord. Monsieur Keïta, les pays qui abritent en tout cas ces présumées personnes déjà, on constate que le Mali n'est pas en odeur de sainteté avec ces pays. Comment faire appliquer un tel mandat d'arrêt international? Nous avons signé des conventions et qu'ils appliquent les conventions là. Je lisais avant-hier dans un article du Monde du mois de mars, depuis que cette guerre a commencé, la semaine passée, il y a eu un documentaire sur Arte, la chaîne Arte, sur la guerre au Mali. Mais généralement, ils disent quoi? Le Mali est un pays pauvre, à genoux, miné par la corruption depuis l'indépendance. Bon, maintenant, quand on cherche à sortir de ça, ils trouvent aussi des poux dans la tête de ceux qui sont en train de le faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien aujourd'hui que si la justice ne fait pas bien son travail, on va retrouver ces mêmes voleurs à la tête de l'État. Le cycle de vol va continuer. Il faut qu'on ait des dirigeants propres cette fois-ci pour que vraiment on puisse s'en sortir. Raison pour laquelle... Sinon, le fond de ma question, c'était de savoir quel moyen la justice a-t-il pour pouvoir... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de vendre de l'électricité au Mali parce que nous sommes pauvres, n'est-ce pas? Et maintenant, s'ils abritent des présumés voleurs, vraiment, qu'ils coopèrent, de la manière ils veulent que l'État se développe. Aujourd'hui, quand il va à Abidjan au plateau, c'est merveilleux. Nous avons eu un petit passage après Modibo Keïta sur le temps d'ATT à faire rêver les Maliens, n'est-ce pas? Avec tout ce que vous savez comme infrastructure. Mais tout le monde veut vraiment que le pays avance. Mais le pays ne peut pas avancer tant que nous avons cette gangrène de corruption au-dessus. Maintenant, c'est ce que nous devons faire comprendre à ceux qui abritent ces voleurs-là, ces présumés voleurs. Leur dire que voilà, c'est très bien que vous ayez de l'électricité pour nous vendre. C'est très bien que nous transportons notre argent pour aller dans votre port pour vous donner tout. Mais vraiment, l'effort que nous faisons pour avoir ce peu d'argent-là, de grâce, remettons-nous ces gens-là pour qu'ils viennent s'expliquer comment est-ce que cela est arrivé. C'est par le dialogue et puis aussi avec le respect des engagements internationaux qu'on a signés. Donc, normalement, il ne devait pas avoir de problème pour pouvoir remettre ces personnes-là. Okay. Voilà. Je vous retourne la même question. Hein. Quels moyens notre justice dispose-t-elle pour pouvoir, en tout cas, amener ces pays à extrader, si vous voulez, ces personnes concernées? Barou, c'est un processus juridique international. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le Mali ou non. C'est un principe international qui est reconnu de tous les pays. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Qui dépend de la bonne coopération des pays qui abritent, qui accueillent ces personnes. On peut appliquer la réciprocité également si un pays refuse d'appliquer. Si ils ont des ressortissants qu'ils veulent aussi amener ce jeu, le Mali peut refuser. Donc la thèse de l'échange vient s'imposer dans les débats. Bon, dans tous les cas, c'est un mandat international qui a été émis et je pense que les autorités de chaque pays doivent quand même respecter cela puisqu'ils sont signataires. Donc l'Interpol est partout. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème par rapport à cela. Avant ces mandats, on a eu d'autres mandats qui ont été émis.
Oui. Jusque-là, il n'y a pas eu de suite. Bon, parce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a eu aussi des suivis de ces mandats-là? Est-ce qu'il y a eu, parce qu'on a vu des mandats après qui ont été négociés. Après, on a même annulé. Et donc, cela dépend du contexte et des circonstances du moment. Ok. Soumano, Oui. à quoi sert de mettre un mandat si on n'a pas les moyens de donner une suite à ces mandats? Alors, déjà, je vais d'abord dire à Keita que ce ne sont pas des voleurs. Il faut éviter de sortir. C'est pas même dans l'incrimination, ce n'est pas le vol qui est sorti. Parce qu'en droit, c'est très clair. Je parle en termes politiques, je suis un politique. Non, je dis c'est important. J'imagine que vous parlez de la généralité. Voilà. Hein? La généralité. Oui, non, c'est important parce que. La généralité. Voilà. Déjà, moi, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas connaissance des mandats que vous avez dit qui ont été émis et qui n'ont pas été suivis de fait. Ça, c'est clair. Celui-ci a été signé demain. On a vu ce mandat qui a été émis contre un Malien établi dans un pays étranger qui s'est déclaré président de la transition. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Non, je disais qu'un mandat écrit comme celui-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi, je ne veux même pas qu'on fasse appel au mécanisme. Moi, tout à l'heure dans mon propos, j'ai dit il faut que ceux-ci qui sont incriminés, eux-mêmes viennent. C'est ça la responsabilité de mon point de vue. On n'a pas besoin de se cacher, de vouloir se soustraire à la justice. Si on est dans la mesure où il y a le principe de la présomption d'innocence, et comme je l'ai indiqué, ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été délivré que forcément vous êtes coupable. Non. Donc peut-être que la justice a besoin de vous pour vous entendre comprendre certaines choses. De mon point de vue, en vrai responsable, moi je serais à leur place, je viendrai de moi-même. Je ne veux pas attendre qu'il y ait eu qu'on puisse faire jouer les mécanismes internationaux, notamment la question diplomatique, la question d'extradition, parce que même là, il faut penser aussi à son derrière. La plupart de ces gens, ils ont des enfants qui sont aussi maliens, qui peuvent prétendre à des postes. Il ne faut pas que leur comportement puisse préjudicer à ces enfants-là. Donc, en toute responsabilité, ils viennent bon, en tous les cas, il y a aussi quelque chose qui est vrai. Quand on est coupable, on doit payer de ce qu'on a de sa culpabilité. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont été écoutés, qui ont été écouillés, parce que justement, ils pouvaient aussi fuir, mais ils sont venus. Donc, de mon point de vue, moi, je pense qu'il faudrait que le conseil, en tout cas, je donnerais à ces gens-là, c'est de venir en toute responsabilité d'eux-mêmes. Et c'est surtout ça qui fait de la responsabilité. Dernier thème de l'émission, ces derniers temps, on assiste à une recrudescence des attaques terroristes, parlant en tout cas, au même moment, les Maliens parlent de montée en puissance. Comment déjà comprendre ces contrastes, ces décalages entre ce concept de montée en puissance de l'armée et la multiplication des attaques terroristes partout au Mali? Merci Barou. On dit que les chats... N'est-ce pas un décalage? Non, contrairement. C'est ce qui explique qu'il y a une montée en puissance. Parce que l'objectif cherché, c'est de démontrer qu'il n'y a pas de montée en puissance. Donc nous, on dit généralement que le champ du signe est un signe, Barou. C'est un signe clinique qui se voit. Aujourd'hui, quand le régime venait, il y avait 36 nids terroristes. Les terroristes ont été cherchés là où ils se cachent, dans leur nid, détruits. Maintenant, pour faire valoir, le kamikaze est un mode opératoire du terroriste qui est le dernier recours. Pour celui qui te parle, qui est un spécialiste en balistique et chirurgie de guerre, je sais de quoi je parle. Vous voyez, quand tu vois des terroristes venir dans les grandes villes et voir en même temps qu'à Gao, Kidal, Tombouctou, c'est tranquille. Là où il y avait le nid du problème, mais tout se transforme maintenant, faire voir, attaquer des lieux pour que les gens puissent mettre en cause la montée en puissance. Moi, je te dis, ça a été prévu. Depuis le départ de Barkhane, ils ont crié sur tous les toits qu'après Barkhane, il y aura un vide, tant. Mais nous, on a vu qu'après Barkhane, le Mali a repris sa dignité. Les Maliens sont fiers de leur armée. Mais en cette période même où la communauté internationale devrait aider l'armée malienne comme ils sont en train d'aider l'Ukraine, c'est en ce temps qu'on dit violation des droits de l'homme, violation du DIH, le droit international humanitaire. Or, je vais te dire aujourd'hui que l'armée malienne est une armée professionnelle. Une armée unique dans la sous-région qui, en guerre, recrute, forme, informe, équipe et continue à faire la guerre. Ça, ce n'est pas visible, mais on le voit ici au Mali. En moins d'une année, on a des milliers de jeunes. D'autres se sont engagés volontairement. C'est ça qu'il faut s'allier et c'est ça qu'il ne faut pas permettre.
ne faut pas permettre aux gens du mal de faire comprendre aux Maliens que la montée en puissance de l'armée elle est fausse. Comme on nous a fait chanter en 2013 que notre armée était une armée morte, une armée qui fuit. On a tenté par démoraliser. Sauf que cette fois-ci, nous sommes dans les factuels. Hein. Le camp de Kati a été attaqué. Mais on a eu le poste de contrôle, le poste de péage des Antilles. Mais l'attaque là. Mais le Pentagone a été attaqué en 2001. Les tours jumelles. Sauf que pour les Maliens lambda, en voyant toutes ces attaques... Non, pour Bamako. Écoutez bien. Oui. Moi qui te parle, nous sommes du Nord. Ceux qui sont au pouvoir aussi ont fait le Nord. Tant que tu ne fais pas le Nord, tu ne comprends pas les problèmes de la guerre. Ceux qui sont à Bamako aujourd'hui, qui pensent pourquoi? Parce que tandis que les gens meurent au Nord, nous on fait la fête ici, on fait le mariage. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Donc maintenant quand ça change de monde, on a attaqué Kati, on a tenté d'attaquer Kati, mais il faut saluer aussi le peuple de Kati. Qu'est-ce qui s'est passé? Première fois qu'on voit la population aller chercher les terroristes avec respect et sans pourtant les tuer, parce que nous on a vu au Mali, on a vu l'opération Point. On pouvait le faire. Laissez-moi terminer cette partie seulement. Les populations sont en symbiose avec leur armée. Aller chercher les terroristes et les remettre. Les postes qui ont été attaqués, ils ont tous été reculés. Donc c'est pour te dire aujourd'hui que nous avons une armée qui mais est-ce que cette mission doit être dévolue aux populations par exemple? Dévolue comment? La mission de rechercher les non, terroristes. Non, ce n'est pas dévolu. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de dérapage? Non, je vous explique. Ça, c'est contrairement. On a vu même le jour qu'il y a eu coup d'État en Turquie. Mais c'est la population qui est sortie réclamer leur pouvoir. Ça explique une fois de plus que les Malikoura, c'est un fait. J'arrive. Pour terminer. Vous allez vraiment pas monopoliser. Non, oui. Je vais terminer. Oui. Aujourd'hui même, nous sommes en train de recevoir 6 hélicoptères de chasse. On va vous retourner la parole. Hein. La montée en puissance de l'armée et ces attaques à répétition des terroristes. D'accord. Juste une minute avant de continuer, dire à mon camarade que le thème voleur que j'ai exprimé tout à l'heure, j'ai dit présumé voleur. Oui. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Sur facturation, détournement, c'est du vol. Quand tu parles à quelqu'un qui ne t'appartient pas, tu as volé. Donc, ils sont supposés voleurs. Il faut qu'on se dise la vérité sur ce pays-là. Donc, je passe sur ça. Oui. Maintenant, la montée de l'armée en puissance, là, elle est réelle. Il y a le journal Ouest France qui a écrit la semaine passée. Oui. Je vais le lire, excusez-moi, je vais lire. Allez-y. Ils ont mis les djihadistes mettent la pression sur les régions de Ségou et de Sévaré en harcelant les garnisons maliennes qui ne peuvent plus compter sur la France et l'ONU, mais seulement sur les mercenaires russes dont les palmarès n'est guère impressionnant. Ça veut dire tout, ça veut tout dire. Qui ne peuvent plus compter. Ils étaient là depuis 9 ans. Combien de militaires maliens ont été tués? Combien de familles maliennes ont été endeuillées? C'est pas aujourd'hui ils vont penser qu'ils pouvaient résoudre la situation. Il y a des mains invisibles qui sont cachées derrière cette situation. On peut aussi dire, pour être complet dans la... on peut aussi dire qu'avec leur départ, avec leur présence, il n'y a pas eu d'attaque à Kati. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ces gens-là sont acculés aujourd'hui dans les zones habituelles. C'est clair. On ne voit pas tout. On a une armée professionnelle, comme je suis en train de le dire. Il y a certaines images qui sont vraiment très violentes. Mais l'armée ne les diffuse pas. Peut-être d'autres personnes peuvent les mettre. Les djihadistes, quand ils tuaient nos militaires, ils mettaient ça partout. Si nos militaires, RFI faisait, France 24 faisait, mais si nos militaires véhiculent ces images-là, il va y avoir trop de trucs. Donc, aujourd'hui, ils sont acculés, c'est du harcèlement. Sinon, pour attaquer, pour prendre le cas de Kati, on peut venir avec 100, 200 personnes. Il faut un bataillon tout entier, n'est-ce pas? Ils ont voulu faire peur avec toutes ces attaques à la population malienne. Mais ce qu'ils oublient, mon camarade vient de le dire tout à l'heure, la population est avec son armée. Aujourd'hui, Bamako, l'attaque de Kati, le même jour, il y a des mariages qui sont célébrés à Bamako. Les gens sont vainqués tactiquement à les occupations. Il y a eu plus de peur que de mal. Donc, ils vont échouer dans cette tentative-là. Ce qui est mieux, le mieux à faire, on ne revendique pas avec des armes. Non, je vous en prie. Ce que les djihadistes ont donné comme raison, ils veulent islamiser le Mali. Nous sommes dans un pays démocratique avec des régimes démocratiques, qu'ils viennent, qu'on s'assoie, qu'on discute. Selon les voies démocratiques, s'ils prennent le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce pouvoir-là. Mais pas par des armes. Et ceux qui sont en train de les aider, les dire que le temps de la guerre est révolu. On voit ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui. Donc, le Mali... On va vous retourner la parole. Donc, c'est pour dire vraiment que tout le monde est fatigué. Nous voulons la paix. En transportant le combat à Bamako, ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. M. Diallo, en écoutant Dr Djiré et M. Keïta, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas péril en la demeure. Hein? Bon, en fait, je pense que c'est une situation complexe.
je crois que ça doit être analysé avec beaucoup de calme et de sang-froid. Et je pense que ces mercenaires que j'appelle, moi je les appelle mercenaires, ce n'est pas en fait, pour moi ce n'est pas des djihadistes, c'est des mercenaires. Vous observez toute la région de Ségou, c'est l'eau partout. La région de Sigasso également, c'est l'eau partout. La région de Kaï, c'est l'eau. Ils ne peuvent pas mener des actions. Les motos ne peuvent pas circuler, les véhicules ne peuvent pas circuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que c'est des gens qui sont payés en fonction de leur rendement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même si c'est symbolique, il faut sortir pour attaquer, pour chercher à faire du mal. C'est pourquoi ils sont payés. Parce qu'ils ne peuvent pas rester pendant 3 mois sans être payés, sans être en action. Donc on les fait sortir, on les demande d'aller travailler pour être payés. Donc ce n'est pas la question, c'est pas la montée en puissance de l'armée qui est en cause, oui. Mais c'est le symbole Kati attaqué avec où réside même le président. Oui. Donc ça fait, même si l'Amérique a été attaquée, même si ailleurs on a attaqué, nous Maliens ça nous blesse. Quand on voit ça nous blesse, ça nous fait mal. Dire que bon, ils sont arrivés jusqu'à Kati pour attaquer. Bon, il n'y a pas que Kati, il y a d'autres camps qui ont été attaqués. Mais je pense que c'est des barreaux d'honneur. Oui. Et je pense qu'ils sont payés pour ça. Il faut qu'ils le fassent. Sinon, parce que si aujourd'hui, ils ne peuvent pas circuler en moto, vous convenez avec moi qu'ils ne peuvent pas circuler en moto. Et les pick-up aussi ne peuvent pas circuler dans la région de Ségouné à Sikasso. Donc c'est la situation, c'est le contexte aujourd'hui qui les pousse à agir ainsi. Donc c'est une stratégie que nous, Maliens, nous devons aussi comprendre et vraiment pallier à cela. Mais l'armée, je pense que l'armée est là, c'est son rôle. Et ils ont des spécialistes, ils ont des compétences pour cela. Nous, en tout cas, on donne notre point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est déjà réglé au niveau de l'armée malienne. Soumano, les attaques terroristes se multiplient à travers le Mali. Hein? Comment vous avez déjà la riposte des FAMA? Je les applaudis, je les félicite pour ça. Mais il faut noter qu'on est dans une guerre asymétrique, comme on le sait. La guerre asymétrique, la meilleure des armées, c'est pas celle qui a le plus d'équipement ou plus d'hommes, mais c'est plutôt les renseignements qui sont importants, je vais dire. Et aujourd'hui, il a dit, on a vu la coopération en série symbolique de la population qui a permis d'aller dénicher dans leur planque certains terroristes et qui ont permis d'avoir des informations pour véritablement empêcher d'autres actions funestes, si je puis dire. Parce que imaginez celui qui a été pris a eu à dire qu'il devait aller attaquer la grande mosquée et d'autres aussi qui devraient aller se faire tuer au niveau du grand marché. Mais ce qu'il faut noter dans la guerre asymétrique aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu un déplacement de centre du conflit, mais on veut qu'ils jouent à la psychose, on veut carrément créer la terreur. Ça, voilà, c'est surtout ça. Et donc là, il faut qu'on comprenne que c'est une guerre de communication aussi. Parce qu'imaginez après, il y a eu certains vocaux qui ont circulé, qui ont même dit que les gens, maintenant on va voir les banques qui sont attaquées. Donc vous voyez, on crée la psychose. Mais cette personne a été arrêtée. Donc ça veut dire que déjà, voilà, c'est... Et le problème de la guerre asymétrique, c'est que... Propagande, voilà. Le problème de cette guerre asymétrique, c'est que c'est quand le criminel il agit qu'on saura que c'était ça, ces sensations. Donc il faut vraiment qu'on mette l'accent sur les renseignements. Et là, je dis bien, le Mali, nos services de renseignement font un travail remarquable, mais il faut renforcer davantage ce dispositif sécuritaire pour prévenir que guérir. Parce que quand on a des informations en amont, véritablement, on peut empêcher que les uns et les autres puissent mettre en œuvre leur projet finesse, quoi. Okay. Donc c'est surtout ça que je voulais dire. Ok, un dernier tour de table. Hein. Comment faire pour sortir de cette situation finalement? Bon, moi je pense... Il n'y a pas d'embrasement. Hein. Oui, et moi je pense que ce réveil du peuple, cette solidarité du peuple autour de son armée doit continuer. Il faut éviter à tout prix partager les propagandes de ces gens et leurs bandes. Il faut continuer à aider ton armée. Mais pour aider l'armée aujourd'hui, c'est à travers les renseignements, à travers la communication, à travers l'entraide. Il y aura des moments difficiles qui vont venir. Le président même a eu à parler de ça. On ne peut pas vouloir le changement aujourd'hui, voir le changement aujourd'hui. Non.
il faut un esprit de sacrifice. Le Mali a décidé d'aller vers un changement. Ça fait mal. D'autres ne voudront pas de ça. Ici au Mali et à l'extérieur du Mali, il y aura beaucoup de projets de déstabilisation. Je vous donne beaucoup des exemples des pays en Amérique, en Asie, tout ça, mais qui ont résisté. Ils ont résisté dû à la résistance de leur peuple. C'est-à-dire seule la population malienne aujourd'hui. Et mon dernier message, c'est envers cette population qui nous regarde. Vous avez démontré une force héroïque le 14 janvier 2022. Vous avez démontré que vous pouvez résister durant 6 mois à un embargo inhumain, injuste. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer que vous êtes solidaire de votre armée. C'est la seule solution. Et j'invite tous les Maliens de se donner les mains dans comme notre devise, un peuple, un but, une foi. Okay. Le Malikoura, c'est aujourd'hui. Le Malikoura, c'est pas hier. Le Malikoura ne serait pas autre jour, mais c'est à partir d'aujourd'hui. Et le Malikoura, c'est à travers les Maliens, avec une nouvelle pensée, une nouvelle idéologie, avec un redressement, un renouvellement de la classe politique. Tout le monde appelle les populations à coopérer avec les femmes. Comment faire pour mieux encadrer cette coopération pour qu'elle ne débouche pas sur un dérapage aussi? Moi, je ne dirais pas seulement à la population, mais l'ensemble du peuple malien, particulièrement les politiques. Il y a le partenaire qui a fait un communiqué vraiment affirmant tout son soutien, condamnant ces trucs et affirmant tout son soutien à d'autres partis politiques qui l'ont fait. Mais moi, je leur dirais vraiment de sortir de ces communiqués et de faire des actions visibles. Il faut que l'ensemble de la population malienne soit soudée derrière son armée. Et pour prétendre diriger un pays, il faut que ce pays-là existe. Aujourd'hui, c'est ce combat pour l'existence même du Mali qui est en jeu. Donc, il y a une solidarité qui doit exister entre l'ensemble de toutes les couches maliennes envers l'armée. Et aussi, ce que je dirais, peut-être que nos frères qui ont des armes aujourd'hui, il y a des bandits parmi eux, mais d'autres ont des revendications. Ces revendications-là, on ne les fait pas avec une arme. Aujourd'hui, nous tous, particulièrement peut-être, je dirais que nous qui sommes sur la table aujourd'hui, nous sommes tous des rebelles positifs. Parce que tout ce qui s'est passé dans ce pays, on sait qu'il y a vraiment de la mauvaise gouvernance, mais vraiment qu'on mette le pays au-dessus, ce n'est pas en forçant avec des armes qu'on arrivera à résoudre des situations. Et j'appelle les autorités aussi à prêter un oreille attentif à ces Maliens rebelles qui sont prêts vraiment à aller vers le dialogue, à déposer les armes, de ne pas rentrer dans cette rhétorique des pays occidentaux. On ne discute pas avec des terroristes, on ne fait pas cela, on ne fait pas cela. Nous sommes entre nous Maliens, ces Maliens qui sont prêts vraiment à aller dans le sens de l'apaisement, à déposer les armes, vraiment que les autorités prêtent une attention particulière. Il y a plusieurs voies qui peuvent être menées pour pouvoir prendre contact avec ces personnes-là, pour qu'on puisse sortir de cette violence-là. Ceux qui veulent amener de la charia au Mali, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, leur revendication, elle est légitime. Nous sommes dans un pays à 99% musulmans, c'est pas trop compliqué. Si vous voulez que la charia existe, prenez les voies démocratiques. Je vois que M. Keita est très inspiré ce soir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas de l'inspiration, mais le peuple malien est éprouvé, nous sommes tous fatigués. Il faut vraiment qu'on sorte de cette situation-là. Ok. M. Diallo, dans quelle mesure la population doit coopérer avec les femmes pour dénicher les forces du mal? En fait, dans la mesure où c'est, comme vous aimez les appeler djihadistes, entre guillemets, moi je les appelle mercenaires, ils n'habitent pas avec nous. Quand ils quittent leur brousse pour attaquer nos camps dans nos villes, c'est qu'ils logent quelque part dans nos quartiers, que ce soit les quartiers populaires ou bien dans les hôtels. Ou dans mais comment savoir si X est djihadiste ou même force du mal ou pas? On se connaît tous dans nos quartiers. Quelqu'un qui vient demander la location, on peut demander à chaque chef de famille de vérifier d'abord avant de donner sa maison en location. On peut demander aux huissiers, à tous ceux qui sont quand même dans ces domaines-là, de faire attention, de signaler tout suspect. Et je pense que c'est quand même une porte de sortie pour nous. Un risque qu'on tombe dans les délits de faciès avec une telle approche? Oui, mais c'est clair, parce que c'est ça que j'ai dit, c'est pas seulement l'exemple qu'il a donné. Nous, dans mon quartier, il y a eu quelqu'un qui s'est carrément transformé en fou. On ne peut pas imaginer qu'un fou a un projet funeste.
Donc c'est pour dire tout simplement... À Pelengana aussi. Voilà, donc voilà ce qui est important. C'est vrai, moi j'ai dit les renseignements. Maintenant, on n'est pas spécialiste des renseignements, mais ceux qui sont spécialistes savent comment pouvoir savoir, éviter ce délit. Mais surtout, comme on l'a dit, il faut pas que la population aussi, en voulant jouer ce rôle, la puisse aussi aller dans le dérapage, parce que là, on ne pourra pas se souvenir. Voilà. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Dr Mohamed Kassoum Djiré du M5 RFP, Aboubakar Diallo des partis non alignés, Cheikhna Keita du PRVM Fasoko et Cheikh Oumar Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Restez toujours à notre compagnie. L'équipe de Aboubakar Sako va juste s'installer en compagnie de leurs artistes, en l'occurrence Safi Diabaté et Prince Diallo de Senou. Merci encore une fois. Au revoir.